Ça a permis aux familles de changer de mode de vie, de passer d'un mode d'urgence à un mode un peu plus classique. Et du coup, c'était le projet que nous on portait dans le cadre du GIE. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast L'autre soi, c'est quoi ? L'autre soi, c'est un bout de ville ouvert à tout le monde. Ici se mêlent 293 logements, une salle de concert de 1000 places, des espaces de travail, des ateliers artistiques et un parc public. À l'autre soi, la culture permet de tracer un lien entre tous. Alors pourquoi ce podcast ? L'autre soi, ce n'est pas qu'un projet immobilier, c'est aussi une histoire, des êtres humains qui font l'autre soi, qu'ils soient maîtres d'ouvrage, architectes, acteurs du réemploi, acteurs culturels, usagers. Pour cet épisode, nous allons nous intéresser à l'occupation temporaire sur l'autre soi et plus particulièrement sur le volet hébergement d'urgence. Et pour nous accompagner tout au long de ce podcast, j'ai le plaisir d'accueillir Imed Gendoubi, responsable du centre d'hébergement d'urgence Alfred de Musset sur l'autre soi. Bonjour Imed. Bonjour. Déjà, dans un premier temps, est-ce que vous pouvez nous expliquer c'est quoi un centre d'hébergement d'urgence ? Alors du coup, centre d'hébergement d'urgence, officiellement, c'est pour des personnes à droit incomplet ou qui sont dans une urgence. Et normalement, l'orientation plutôt des familles européennes, c'est plutôt dans des CHRS, centres d'hébergement et de réinsertion sociale, que dans un CHU parce qu'eux, ils peuvent travailler. Tant qu'on n'a pas de titre de séjour, on n'a pas le droit de travailler. Pour restituer l'occupation temporaire sur le programme, elle commence en 2016 avec un centre d'accueil et d'orientation créé spécifiquement pour l'occasion pour des jeunes migrants issus de la jungle de Calais. Et en 2018, ce centre il va se transformer en un centre d'hébergement d'urgence qui est géré par Alinea. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment Alinea est arrivé sur ce projet ? Je suis le chef de service du CHU Alfred de Musset depuis 2018. Auparavant, c'était des collègues du foyer Notre-Dame sans-abri qui géraient ce village mobile qui était un peu plus loin dans la rue Alfred de Musset et qui avait une vingtaine de familles avec des familles à droit incomplet et des familles européennes. Tout ce site devait être repris par le GIE pour créer le CCO, des appartements, de la vie sociale. C'était financé par l'État, ce village mobile, et du coup l'État nous a demandé, comme on était partenaire avec le GIE et qu'on avait un projet de modulaire, de mettre les familles qui étaient sur ce village mobile, qui sont basculées chez nous. Et du coup on avait 100 places. Entre 2018 et 2020, ces centres se trouvent dans le bâtiment qui accueillait les anciennes classes de l'UFM, à côté du bâtiment patrimonial. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Dans un premier temps, on a récupéré l'UFM tant que les modulaires se mettent en place. C'était un peu compliqué à gérer parce qu'on a eu beaucoup d'espaces collectifs et dans les espaces collectifs, il y a beaucoup de passages. C'était pas propice à une vie de famille. Du coup, pendant quand même 2 ans, ça a été très compliqué, même si les espaces étaient énormes parce que c'était des classes de 30 mètres carrés. Mais il n'y avait pas d'espace d'eau. Il n'y avait rien, par l'électricité, il n'y avait rien d'autre. Donc les familles ont aménagé comme elles ont pu. Du coup, ça s'est plutôt bien passé dans l'ensemble. En 2021, les familles vont déménager toujours sur le site, mais cette fois-ci dans des habitats modulaires. Quelles sont leurs spécificités ? En général, je dis en général, parce que c'est pas tout le temps vrai, les CHU sont plutôt sur des espaces collectifs, dans des résidences sociales où les gens ont leur chambre, mais les sanitaires, tout ça c'est collectif, les cuisines. Là, ça sortait un peu de ce cadre-là. Il y avait 22 modulaires qui se rapprochaient du logement. C'était plutôt sur du logement d'abord, où les familles sont chez soi. Même si c'était des Algeco, ils se retrouvaient dans un appartement, avec des chambres fermées, un salon. D'accord, et leur cuisine et... Tout était dedans. Donc cet espace, à part la buanderie, il n'y a pas de buanderie, on a fait un espace buanderie, tout le reste était individualisé. Donc les familles ont été heureuses de venir dans cet espace-là, même s'il était petit, mais ils étaient contents d'avoir retrouvé plus d'espace collectif, plus de vie collective qui subissait plus que choisi. Comment vous travaillez avec ces familles ? Comment vous les accompagnez ? On a pris le pari du coup chez Alinea, mais sur toutes nos structures, de travailler, même si c'était un CHU, nous on a fait le choix d'être comme dans un CHRS, dans le centre d'hébergement et de réinsertion sociale, et d'accompagner vraiment les familles sur les différents points. La scolarité, du coup tous les enfants étaient scolarisés. L'idée c'est de remettre la famille au centre, les parents surtout. Donc tous nos accompagnements envers l'école se font avec les familles. Mais on a aussi développé avec la SOS de quartier, les familles pouvaient aller à l'MQB, centre social, donc ils ont pu vraiment s'implanter dans le quartier.
Il y a eu beaucoup de choses faites avec le CCO sur toute cette partie culturelle, accès à l'informatique, création de robes. Avec les enfants, il y a eu beaucoup d'activités. Pareil, on a aussi développé comment habiter, parce que c'était un peu nouveau pour certains, d'avoir des espaces individuels, de tenir sa maison. Essayer aussi de travailler avec une chargée d'insertion professionnelle pour travailler le parcours sur comment on constitue une régule. Fait même intervenir un avocat du droit des étrangers auprès de l'équipe, mais aussi auprès des familles. Des cours de français aussi pour les personnes les plus éloignées. Ça fonctionne, mais des fois, pour les familles, c'est pas prioritaire. Et souvent, les familles, le gros souci, c'est l'attente. 99% n'ont pas de papier. Cette attente qui dure, parce que c'est des familles qui sont en France depuis 5, 6, 7, 8 ans, voilà, il y a du découragement. Et du coup, ils ne voient pas ça comme quelque chose à long terme. Et eux, ils le voient à court terme. Du coup, s'ils vont faire des cours de français, c'est pour avoir des attestations, pour les donner à la préfecture. C'est pas le but en soi. On peut aider, mais c'est pas ça. C'est demain, comment je vais pouvoir discuter avec la maîtresse de mon fils. Quand je vais voir le médecin, comment je peux m'exprimer. Et du coup, nous, on était plutôt dans ce projet-là. L'idée, c'était quand même de travailler l'autonomie et de dire non, vous savez faire, ou on fait avec vous, mais vous êtes là. On a essayé de développer toutes ces choses-là avec elle. Tout ce qui était possible sans papier. Je crois qu'il y a, sur les 21 familles, 22 familles, il y en a 2 qui ont été régularisées. Il y en a eu plusieurs, sur plusieurs étapes. On a eu d'abord, sur les 21 familles, toutes les familles européennes qui ont pu accéder au logement rapidement. Ça a permis aux familles de partir. Et après, en moyenne, on a 2 régularisations par an. Là, la dernière régularisation, c'est une famille qui a été régularisée en juillet. Alors, c'est plutôt de la régule de droit, mais qui a tardé. Ça s'est accéléré, mais c'est pas des régules, le préfet a dit je régularise. C'est parce que c'était de plein droit. Et on parlait pas mal des enfants de Solaire. Ça représente combien d'enfants et de quel âge à quel âge? Alors les enfants, on a tous les âges. On a 66 enfants. On a eu pas mal d'enfants qui étaient jeunes. Eux étaient régularisés. Les enfants ont été régularisés. Mais difficile pour eux quand même, malgré cette régularisation, de s'impliquer dans la vie sociale, du travail, tout ça. C'était très difficile pour eux. De passer d'un truc d'urgence à un truc, je suis régularisé, il faut que je me prenne en charge. Et ça, c'était difficile. Et justement, comment ça se passe pour les familles, par exemple, pour les repas, c'est vous qui leur fournissez? Quand c'était le foyer Notre-Dame des Sans-Abri qui était en charge de ces familles, ils avaient des repas, c'était de la banque alimentaire, et du coup ils distribuaient ce que la banque alimentaire leur amenait. Nous on a du coup décidé de s'arrêter là-dessus, et on a fait un pécule. Il y avait une partie en ticket service et une partie en argent, et ça c'est nous qui avons fait ce choix-là. Donc au début c'était 2 € par jour par personne, et là on est passé à 3 € par jour par personne. Et après il y avait la MDM qui complétait la métropole, pour permettre à la famille d'être autonome. Là c'est elle qui allait choisir leur nourriture, même si c'est pas énorme, c'était un premier pas. Ça nous permet quand même de travailler un tout petit peu le budget. Quand il n'y a pas de ressources, c'est compliqué. Les familles ont quitté les modules cet été. Maintenant, vous êtes dans un EHPAD. Est-ce que vous pouvez nous dire comment ça s'est décidé et comment ça se passe pour les familles ? En fait, au départ, les familles auraient pu être réorientées sur d'autres assos parce qu'il n'y avait pas de place. Et c'est aussi pour ça qu'on a pris cet EHPAD. Il fallait aller vite, qu'on a accéléré les choses parce que sinon, on n'aurait été pas sûr de repartir avec toutes nos familles. Les familles étaient inquiètes de ça, qu'on a fait le forcing. Quand on nous a dit il faut y aller, c'est pas le plus pratique. Il faut sortir de sa chambre pour aller voir les autres enfants, plein de choses qui n'allaient pas. Mais c'était le moins pire de ce qu'on imaginait comme scénario. Aujourd'hui, ça se passe plutôt bien. Les espaces collectifs sont assez propres, les gens entretiennent bien les choses. Quoique au niveau électrique, du coup, chacun ne peut pas avoir sa cuisinière, ils sont obligés de partager les cuisinières et l'espace collectif redevient toujours compliqué. Vous devriez réintégrer un nouveau lieu avec les modules cet été, c'est bien ça ? Normalement, ça serait bien de déménager avant la fin de l'été pour que les inscriptions, tout ça soit faites et qu'en septembre, les enfants ont juste à reprendre le chemin de l'école, que les familles se réinstallent. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter ? Peut-être qu'on a oublié de dire, c'est qu'on a pas mal de familles qui travaillent, ils ont des contrats ou des fiches de paye, payent du coup 15% de leur participation. Et les 15% du coup sont versés à l'État, indirectement c'est l'État qui reprend. C'est aussi pour montrer à l'État que les familles, quand elles ont des ressources, elles payent et qu'elles n'ont pas besoin de l'aide sociale. Et nous, c'était important aussi de dire aux familles, maintenant vous prenez en charge, parce que vous êtes autonome, vous avez des ressources. Nous, on ne donne plus de pécule aux familles qui ont des ressources. Okay. Ça, c'était important à faire et on l'a fait. Et du coup, ça se passe plutôt bien. Et en général, je dirais à 90%, les familles payent leur participation. L'équipe et moi, on prend beaucoup de temps à réexpliquer ce que c'est l'aide sociale et pourquoi toutes nos actions sont mises en place. Et que ce n'est pas juste profiter du système, c'est comment sortir de ces systèmes. Et quand j'ai les moyens, plus être dans l'aide, du coup, parce que j'avais pas les moyens et que quand j'ai les moyens, du coup, je fasse travailler ce système d'aide sociale qui perdure en France. On espère qu'il va perdurer, malgré les différentes lois. Merci. Merci à vous.
Le mois prochain, nous rencontrerons William Lafont, chargé d'opérations développement, avec qui nous échangerons sur le réemploi orchestré sur le projet. Vous avez écouté L'autre soi c'est quoi, le podcast de l'autre soi.